À l'occasion de la sortie de mon livre, j'ai été invité sur la chaîne du Futurologue, spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. N'étant pas un expert du sujet, nous avons opté pour une approche philosophique de la question. Qu'est-ce que la pensée ? Que veut dire créer ? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une œuvre ? Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle révèle de nous-mêmes ? Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller écouter l'entretien dans son intégralité. C'est sur la chaîne YouTube et le podcast Le Futurologue, le lien est dans la description. Charles Robin, bonjour. Salut Shaiman. Après avoir obtenu un master de philosophie, tu as été professeur particulier de philosophie pendant une dizaine d'années et tu es aujourd'hui derrière la plus grande chaîne YouTube francophone de philosophie, Le Précepteur, qui compte pas moins d'1 million d'abonnés. Tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier en date s'intitule « La philosophie, c'est pour vous aussi », que je conseille d'ailleurs fortement. Et si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que tu as récemment publié une série de vidéos sur l'intelligence artificielle que j'ai vraiment trouvée passionnante. Et donc, je voulais prolonger finalement ces réflexions avec toi. Afin de poser les bases, est-ce que tu pourrais nous donner ton analyse générale finalement de l'intelligence artificielle ? Quels sont les points qui te paraissent particulièrement importants à mettre en avant lorsqu'on parle du sujet ? Alors, vaste question, vaste sujet. Alors, petite précision en préambule qui va me permettre de me délester d'une responsabilité. Je parle de l'intelligence artificielle, non pas à titre d'expert, non pas à titre de quelqu'un qui aurait des compétences, notamment techniques, en la matière. J'en parle comme d'un usager, déjà, premièrement, comme d'un observateur, parce que ça m'intéresse, effectivement. Ce sont surtout les LLM qui m'intéressent, donc ChatGPT au premier chef. Mais j'en parle comme quelqu'un qui voit dans le sujet de l'intelligence artificielle des questionnements philosophiques qui émergent, parfois nouveaux, parfois très anciens, mais simplement sous d'autres formes. Et ce qui m'intéresse encore plus, je dirais, c'est d'analyser les réactions et les discours des gens sur l'intelligence artificielle et ce que ça produit comme, je dirais, modification dans les mentalités. Et à quel point, en ce moment, alors pour ceux qui écouteront cet entretien en 2030, en 2050, c'est-à-dire quand l'intelligence artificielle se sera beaucoup plus normalisée, il faut savoir qu'à notre époque, là où on parle, avec Shaiman aujourd'hui en 2025, l'IA, c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle. On entend tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, je veux dire tout et son contraire. Des discours très enthousiastes, très élogieux vis-à-vis de l'IA, mais aussi des discours plus alarmistes, ou en tout cas plus prudents. Et il y a énormément de débats pour savoir si l'IA est une bonne ou une mauvaise chose, si l'IA peut ou non remplacer l'être humain, et si l'IA représente oui ou non un danger, une menace, notamment une menace pour l'humanité elle-même. Donc on a affaire à des discours et à des positions extrêmement contrastées, mais le fait est que actuellement en 2025, c'est vraiment un sujet qui fait énormément parler et un sujet d'ailleurs sur lequel beaucoup de gens commencent un petit peu à réviser leur position, à changer d'avis, à évoluer. Alors moi je trouve ça très bien parce qu'en tant que vulgarisateur de philosophie, je promeus le fait de penser contre soi-même. Donc nécessairement, je vois d'un très bon œil le fait qu'on ne s'arc-boute pas sur une position dogmatique, mais qu'on sache aussi nuancer et faire évoluer son discours en même temps que les évolutions de l'IA elle-même. Et moi-même, et c'est là où je vais vraiment répondre à ta question, eh bien, j'ai été le premier surpris de ma propre opinion sur l'IA. C'est-à-dire que si je devais me caricaturer, je dirais que j'ai un tempérament plutôt conservateur et que je vois toujours d'un œil assez suspect et d'un œil assez méfiant tout ce qui concerne l'arrivée des nouvelles technologies. Parce que j'ai l'impression que les nouvelles technologies ont un effet pervers qui est de nous faire perdre en autonomie, qui ont de nous faire perdre en capacité propre. Humaine. C'est-à-dire que le progrès technique, comme dirait Rousseau, ne s'accompagne pas d'un progrès des capacités, d'un progrès moral, d'un progrès en termes d'effort, de travail, etc. Donc j'ai ce tempérament naturel qui est plutôt conservateur et méfiant à l'égard des nouvelles technologies. Et pourtant, il se trouve que quand on m'a demandé mon avis sur l'IA, j'ai répondu que
Moi, ce qui m'intéressait dans l'IA, c'était pas tant comment ça fonctionnait, c'est plutôt ce que ça produisait. Au départ, souviens-toi, les premières versions de GPT, c'était pas encore au point. C'est-à-dire, oui, on avait affaire à une technologie révolutionnaire, mais qui était encore très perfectible, très faillible, et en un mot, très détectable. C'est-à-dire, on reconnaissait du ChatGPT. On était capable de dire, ça a été écrit par ChatGPT. C'était même un jeu, et c'est devenu un mème sur Internet. Il y avait un texte, et puis on disait en réponse, en commentaire, bravo ChatGPT pour cette intervention. C'est de plus en plus difficile de détecter ChatGPT. C'est de plus en plus difficile de distinguer. Donc, moi je trouve que c'est intéressant de constater cette évolution et de se dire que ce qui était valable hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Bon, déjà, première chose. Deuxième chose, pourquoi ce qui m'intéresse, c'est ce que produit l'IA davantage que comment elle fonctionne. C'est parce que j'ai l'impression que c'est le seul critère qui vaille vraiment la peine qu'on s'y intéresse, ou en tout cas qui vaille la peine qu'on en débatte. Parce que sinon, on risque très vite de tourner en rond dans des discussions stériles, dans des discussions sans fin, du type « qu'est-ce que penser ? Qu'est-ce que l'intelligence ? En quoi ce que produit un LLM, c'est oui ou non de la pensée ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine que ChatGPT ne sera jamais en mesure de mettre en œuvre ?» J'ai l'impression en fait que ça dépend beaucoup de nos propres préjugés, de nos propres positions de principe et de nos propres définitions. C'est-à-dire que c'est l'exemple que j'ai pris dans une de mes 3 vidéos sur l'IA, c'est certain que si tu définis l'intelligence comme quelque chose de proprement humain, tu en arriveras nécessairement à la conclusion que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Et donc tu pourras user de cette petite formule, l'intelligence artificielle est un oxymore, parce qu'elle n'est pas intelligente, parce qu'être intelligent, ce serait, point de suspension, et là tu vas proposer ta définition de l'intelligence. Il est évident que si tu inclus dans ta définition de l'intelligence la capacité à éprouver des affects, la capacité à éprouver des émotions, tu exclus d'entrée de jeu ChatGPT du champ de l'intelligence. Mais si tu définis l'intelligence comme une capacité à traiter des informations, à résoudre des problèmes, à s'adapter à une situation, ou en tout cas à trouver le meilleur comportement à adopter dans telle ou telle situation, tu es dans quelque chose qui se rapproche de l'intelligence. Autre chose sur quoi je suis assez pointilleux, c'est la question, tu sais, de l'imitation de l'intelligence, la question de la simulation. L'IA ne pense pas, elle simule la pensée. Et moi, j'ai trouvé cet argument dont mon cher collègue Gilles, parole de philosophe, Gilles Delia, m'a fait l'honneur de qualifier ça d'argument massu, c'est de dire, à partir du moment où tu ne peux pas détecter qu'une pensée a été générée par une IA, finalement, tout ce que tu pourras dire derrière n'aura aucune utilité et aucune valeur. La question, c'est celle de la qualité de la pensée produite. Et donc, qu'elle soit simulée, qu'elle soit imitée, qu'est-ce que ça change si à la fin, c'est si bien simulé et si bien imité que tu vois pas la différence avec l'original? Tu sais, moi, j'ai toujours été amusé quand une œuvre d'art, par exemple, était volée dans un musée, d'ailleurs, ça nous fait penser à un fait d'actualité, et remplacée par une imitation, mais sauf que les experts étaient incapables d'identifier le fait que c'était une imitation. Et moi, c'est très naïf de ma part, j'en conviens. Je me disais, mais dans ce cas-là, si on n'arrive pas à détecter que c'est une imitation, en quoi c'est encore une imitation? Qu'est-ce qui en fait la spécificité? Qu'est-ce qui en fait la singularité? Je pense que c'est le mot précis. Et donc ma réponse, c'est de dire, mais peu importe que la pensée soit simulée, qu'elle soit le résultat de combinaisons algorithmiques, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le cerveau? C'est aussi, d'une certaine manière, une combinaison d'opérations algorithmiques. Dans quelle mesure ce n'est pas simplement le degré de complexité de la pensée humaine qui en fait une pensée singulière par rapport à l'IA, donc un critère quantitatif finalement, la quantité de connexions neuronales, mais qui nous dit que ce critère quantitatif ne sera pas bientôt obsolète. Autrement dit, qu'est-ce qui nous dit que l'IA ne sera pas bientôt capable de raisonner mieux que nous
Et j'allais dire de raisonner de manière encore plus humaine que nous, c'est-à-dire d'apprendre tellement bien l'humain qu'elle soit capable de simuler l'humain mieux que n'est l'humain. Tu sais, on dit l'humain, on aime bien opposer l'humain et la machine. Hein, ça nourrit la littérature de science-fiction, d'anticipation, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais ce que je veux dire, c'est que ça repose sur un sous-entendu qui est l'humain, c'est authentique. La machine, c'est inauthentique, c'est factice. Mais je suis désolé, dire que l'humain est authentique, c'est pas vrai. L'humain fonctionne aussi sur l'imitation. L'imitation de nos semblables, les phénomènes de groupe. Tu sais, ce que René Girard appelle le désir mimétique. Ça existe. L'apprentissage par imitation. Moi, j'ai un fils de 2 ans, je vois parfaitement tout ce qu'il imite chez les adultes et je vois parfaitement en quoi c'est constitutif de son apprentissage et donc de sa construction comme individu et donc comme être humain. Donc l'imitation, elle est partout finalement. La simulation, elle est partout. Quand tu commences un nouveau boulot, tu simules. Quand je dis tu simules, je veux dire par là, tu n'es pas en maîtrise, mais tu fais comme si tu l'étais jusqu'au jour où tu vas le devenir. Tu sais, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. C'est vrai que dans l'apprentissage, il y a une grande partie au départ d'inauthenticité. C'est-à-dire d'imitation de ce que font les autres. Alors tu vois, t'es le jeune employé, tu regardes un peu autour de toi et puis tu refais sans vraiment savoir ce que tu fais, mais tu le refais, puis finalement, tu finis par comprendre ce que tu fais. Et je parle même pas du travail à la chaîne, de Charlie Chaplin dans les temps modernes, qui là, pour le coup, se réduit à une machine. Bon. Ce que je veux dire par là, excuse-moi pour ce long laïus, mais je pense que c'est important de vraiment bien planter le décor. C'est que je trouve qu'on a affaire à des discours très manichéens, des discours parfois sans nuance, sans subtilité, dans lesquels on exprime moins des idées que des positions de principe. Et moi, j'aime bien discuter, je l'ai fait avec Gilles Delia, Parole de philosophe, et me rendre compte qu'effectivement, il y a des arguments qui sont peut-être moins bons que d'autres, et qui m'ont convaincu à un moment donné, que je trouve moins convaincants aujourd'hui, par exemple. Voilà. Pendant longtemps, je dirais que j'ai fait partie de ceux qui disaient l'intelligence artificielle n'est pas une vraie intelligence, elle ne pense pas vraiment, elle ne sera jamais capable de faire ce que fait l'être humain. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle est très largement capable de faire ce que fait l'être humain dans beaucoup de domaines, y compris dans l'écriture, y compris dans la pensée, je mets des guillemets pour ne pas froisser les sensibilités. Et j'ai l'impression, et je sais pas ce que tu en penses, Shaiman, que beaucoup de gens commencent à se rendre compte de ça, de cette évolution, à savoir que la machine devient capable de faire ce que fait l'être humain, et que progressivement le discours se déplace. C'est plus la machine ne sera jamais capable de faire comme l'être humain, ça devient oui, mais si c'est une machine, c'est pas aussi bien parce que on perd quelque chose en sensibilité, on perd quelque chose en sentiment d'admiration pour l'auteur de l'œuvre. On glisse vers un discours romantique et nostalgique qui admet maintenant que l'IA est capable de faire aussi bien, voire mieux que l'être humain, mais simplement on le regrette, simplement on le déplore, alors qu'avant on le niait. Mais le déplorer, le regretter, c'est l'admettre. Donc voilà, moi je suis attentif à tout ça, et mon long bavardage là depuis qu'on a commencé l'émission, où je t'ai même pas laissé le temps d'en placer une, prouve que, philosophiquement parlant, je trouve que c'est un sujet très fécond. Pour écouter cet entretien dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne YouTube et le podcast Le Futurologue, le lien est dans la description.